À la une ce soir, un double anniversaire pour la ville de Schellcher, 20 et 40 ans de jumelage avec les villes d'Houille et de Fessenheim. Une délégation des deux communes est invitée en Martinique pour l'occasion. Quelle prise en charge des malades de la drépanocytose? L'une des nombreuses questions évoquées lors d'un congrès qui a réuni une quarantaine de spécialistes en Martinique. La maladie génétique concerne près de 2000 personnes sur notre île. Un cours de catéchisme à l'église de Redoute où vous découvrirez comment la période du carême est expliquée aux enfants. Reportage à suivre dans votre JT des communes du samedi. Enfin, l'évêque de Martinique, Monseigneur Macaire, invité d'Hubert Bornil. Une interview réalisée à l'évêché, 10 minutes consacrées au carême, temps fort des catholiques du monde entier. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Les villes de Schellcher, d'Houille et de Fessenheim réunies par l'histoire. Les trois communes ont en commun l'abolitionniste français Victor Schellcher. Elles sont d'ailleurs jumelées depuis 20 et 40 ans avec la ville de Schellcher. Un double anniversaire fêté ce matin en présence d'une délégation de chacune de ces communes. Le reportage de Loïc Régis. Un panneau à l'entrée de la ville annonce discrètement deux jumelages avec des municipalités de l'Hexagone. Une union assez bien connue sur le territoire. Je crois savoir que c'est Fessenheim en Alsace. Il me semble avoir déjà vu les panneaux près de la pointe de Jam, au rond-point. Mais je serais bien incapable de prononcer le nom. Ça sonne un peu allemand ou quelque chose du genre. Non, j'ai jamais fait attention. S'il y a bien un homme qui relie les trois villes, c'est bien Victor Schellcher. Deux gerbes ont été déposées pour célébrer sa mémoire. La commune martiniquaise porte son nom. L'abolitionniste a également vécu à Fessenheim en Alsace et il est mort en 1893 à Houille dans les Yvelines. Ce jumelage à trois bandes est gravé dans l'histoire. Entre Houille et Fessenheim, le pont est rapidement jeté. Fessenheim, ville de naissance de la famille Schellcher, et Houille, ville où Victor Schellcher a vécu et où il mourut. Donc c'est pour nous une manière, avec ces deux villes, sur la base des valeurs fondamentales que prônait Victor Schellcher, de faire en sorte que nous puissions toujours les faire vivre dans un monde d'intolérance comme nous le vivons aujourd'hui et d'égoïsme comme nous le vivons aujourd'hui. Cela a beaucoup de sens pour nous de cultiver ces valeurs-là. Au moment de fêter les 20 ans de partenariat avec les Auvillois, l'heure est aussi au bilan. Il ne faut pas oublier non plus le côté économique de l'affaire. Pourquoi? Parce que pratiquement tous les 2 ans, ça n'est pas moins d'une centaine d'Auvillois qui viennent à Martinique entre 3 semaines et 1 mois. Ça a du sens pour nous et cela constitue un socle, j'ai envie de dire, pour l'économie touristique de la Martinique et de Schellcher singulièrement. Les échanges sont avant tout culturels. Après quelques années moribondes, il est temps de relancer la collaboration. Il y a eu des échanges de jeunes, il y a eu des échanges sportifs, il y a aujourd'hui des échanges associatifs. Et puis demain, nous avons d'autres projets avec Luc, le maire de Schellcher, pour essayer effectivement, pas de redynamiser puisque ce jumelage a toujours été très dynamique, mais peut-être de temps en temps, il est bon de poser les choses pour pouvoir faire encore mieux. Les différents acteurs de ce jumelage souhaitent consolider leur entente. La ville de Houille a déplacé une délégation de 80 personnes pour cet anniversaire. Dans l'actualité également, les 4e journées de la drépanocytose, elles se sont achevées aujourd'hui aux Trois-Îlets. L'occasion pour les spécialistes d'échanger sur cette maladie génétique qui provoque de fortes douleurs aux malades. Il n'existe aucun traitement curatif en Martinique. 2000 personnes sont concernées. Le compte-rendu signé Sandrine Claude. Séminaires, séances plénières ou ateliers pratiques, plusieurs configurations pour un objectif commun, aborder la question de la drépanocytose. Parmi les participants, une majorité de médecins venus d'Hexagone, du Congo ou encore de Guadeloupe. Ça permet aux gens d'échanger autour de leurs pratiques professionnelles et en même temps, pour nous qui faisons partie des associations, c'est le moment aussi de faire le point sur les avancées pour les patients. Avec une population de plus en plus vieillissante, les enjeux eux aussi évoluent. Ce colloque est aussi l'occasion de mettre en lumière de nouveaux traitements. On a parlé de la thérapie génique, on a parlé de la greffe de moelle avec les possibilités offertes pour les adultes qui ont des complications sévères de bénéficier de la greffe de moelle, alors qu'avant on disait que c'était que les enfants qui disaient que... Voilà, on a parlé du vécu des patients, parce qu'il y avait aussi des associations de patients, des patients qui assistaient, et nous on s'appuie beaucoup sur les patients en éducation thérapeutique. Ce congrès est aussi l'occasion de pointer du doigt une problématique récurrente, des dons de sang toujours insuffisants, pourtant essentiels à une meilleure prise en charge du patient.
Une personne drépanocytaire est une personne qui a plus de 80% de chances d'être un jour transfusée dans sa vie, au moins une fois. Et nous savons qu'en Martinique, l'UFS, nous ne sommes pas autosuffisants. Et qu'entre 20 et 30%, selon les années, des globules rouges dont on a besoin pour les patients en général, pas que pour les drépanocytaires, viennent de l'Hexagone. Or, le sang qui convient le mieux à un Caribéen est le sang d'un Caribéen, tout au moins d'un afrodescendant. Donc, vraiment inciter la population à donner son sang. Pour l'association, les progrès notés chez nous sur le plan médical sont tout de même encourageants. Nous bénéficions effectivement des apports des plans maladies rares et nous avons une pratique qui est absolument comparable à celle qui est faite sur l'Hexagone. On oublie souvent que cette maladie est très fréquente dans la Caraïbe, très fréquente en Guyane, Martinique et Guadeloupe, mais elle n'est pas rare non plus dans l'Hexagone, surtout dans les grandes villes et particulièrement en Île-de-France. En Hexagone, on compte à ce jour plus de 15 000 drépanocytaires, dont la moitié rien qu'aux Antilles-Guyane. À elle seule, la Martinique comptabilise plus de 1500 cas. Un clin d'œil aux coiffeurs, ils devront défaire les couleurs et les fantaisies capillaires du carnaval. Fin des vacances oblige, il y avait le rush dans certains salons. Voyez ces réactions recueillies par Sandrine Claude. J'avais une crête de différentes couleurs, un dégradé de couleurs, plusieurs couleurs, et puis un dessin. Je suis venu retirer ma couleur pour prendre les choses sérieuses, quoi. Nous avons une forte affluence, justement. Tous les clients qui sont passés faire leur décoloration, ils viennent retirer puisque c'est la rentrée lundi, surtout pour les enfants. Et puis notamment dans une période de carême, donc il faut enlever toutes les couleurs. Il y a quelques clients qui décident de garder quand même, mais bon, ça se passe plutôt bien. On reste dans l'artistique avec des graffitis très particuliers qui nécessitent aucune peinture. Ils sont réalisés via des casques virtuels. Une animation proposée ce matin à Fort-de-France, découverte pour nous par Loïc Régis. Regardez. On permet en fait à un nombre de personnes de venir gratuitement et en fait de créer des œuvres en 3D. Donc des œuvres, alors pour les œuvres ils ont accès à toutes sortes d'ustensiles, on va dire que c'est assez large. Ils peuvent créer en fait une œuvre, mais du coup en total 3D, c'est-à-dire qu'en fait ils peuvent tourner autour de leur œuvre comme s'ils écrivaient un peu dans l'air, quoi. Et ça permet aussi de créer un petit challenge, c'est toujours plus amusant. Et puis à la base, on pensait vraiment, c'était une journée vraiment réservée, qu'on voulait réserver vraiment aux artistes, on va dire d'assez haut niveau, pour qu'ils puissent découvrir une nouvelle façon de faire de l'art. Restez avec nous à suivre dans votre journal. Nous reviendrons sur la première journée du concours Inter-Caraïbes en équitation. Un concours perturbé ce matin en raison du mauvais temps et du mauvais état de la piste dégradée. Et puis nous parlerons du 4e Grand Prix de Martinique de parcours de chasse. La belle trappe, ce Grand Prix aura lieu les 23 et 24 février prochains. Pour l'heure, place à votre JT des communes consacré ce soir au carême. Bonsoir à toutes et à tous. Après un début de semaine fortement marqué par les événements carnavalesques, c'est l'entrée du carême pour la plupart des croyants catholiques de la Martinique. Un carême pas toujours observé ni compris par grand nombre de personnes. Nous en parlerons justement. Nous verrons comment nos enfants en Martinique voient cette période du carême, de son côté spirituel. Nous parlerons également de l'entrée du carême avec, comme vous le savez, toutes les messes qui sont organisées par l'Église catholique. Et puis notre invité sera Monseigneur Marquer.
Nous partons maintenant à l'église de Redoute où ont lieu généralement les cours de catéchisme. En effet, il est important pour l'église d'expliquer les fondements même de la période du carême à des enfants curieux et assez enthousiastes de mettre leur foi à l'épreuve. Yoran Boulard. Pourquoi 40 jours? Sur quoi on se base pour ça? On dirait une salle de classe, mais ici, les supports sont de saintes écritures. Un peu plus haut et puis il lui montre tous les royaumes. Un cours de catéchisme consacré au carême qui ne plaît pas forcément plus. J'aime pas l'école. Et les catéchismes, j'aime un peu, mais pas trop. Même si on connaît l'importance des notions abordées. Je sais que c'est important parce qu'on apprend beaucoup de choses sur Dieu, on parle, on discute. J'ai appris que Dieu avait été tenté plusieurs fois et qu'il a résisté aux tentations quand même. Et qu'il faut rester sur la parole de Dieu. Un message issu de l'histoire décrite dans la Bible que ces missionnaires en herbe essayent d'adapter à leur quotidien pendant cette période de privation. Avec l'exemple de Jésus, je vais jeûner de plusieurs choses pendant le carême, d'écran, de musique du monde, de nourriture grasse. Je pense que j'aimerais bien faire comme Dieu, devenir comme lui. Je vais essayer de ne pas manger beaucoup de la viande. Et puis, c'est ça. Réfléchir aux bonnes actions et essayer de mettre les jouets de côté et de plus prier. Le partage, également un des grands principes honorés pendant ces 40 jours où Jésus aurait été éprouvé et tenté. Alors, pour les ancrer dans ce pilier, le curé de cette paroisse a eu une idée. Aider un prêtre en mission à monter une école pour des enfants qui en ont besoin. Et les enfants sont très sensibles à ça parce qu'ils se disent, voilà, là j'ai aidé un enfant que je ne connais pas, mais je l'ai aidé, je sais que grâce à moi, il a pu apprendre à l'école, il a pu se former, enfin, il a pu commencer quelque chose d'intéressant. C'est ce soir que ces petits bouts de paroissiens entrent en carême après une cérémonie de célébration. Durant le carnaval, ils étaient des milliers de personnes à se retrouver dans les rues. Ça, c'est l'ambiance du carnaval. D'autres en ont profité pour se recueillir. Alors, ça s'est vu notamment au Millénium du Morne Rouge. Pour la plupart de ces participants, il était surtout question de préparer l'entrée dans le carême. Voyons le reportage de Yoran Boula. Simon-Pierre n'arrêtera pas de pleurer. Son âme sera toujours dans cette attitude de repentance. L'homélie est de circonstance, session d'évangélisation. Car Simon ne peut pas se pardonner. Le terme d'une retraite spirituelle qui aura duré 3 jours. Devant la vérité de la parole de Jésus-Christ. Ce choix, ils sont nombreux à l'avoir fait, comme Martine, inconditionnelle. Chaque année, elle s'accorde ce moment hors du monde. Ça fait toujours du bien de se retirer de l'agitation, du bruit pendant le carnaval pour se retrouver ici dans le calme, la paix, avec des moments de partage, de louange, de prière, d'Eucharistie aussi. Ce couple saléen répond lui pour la première fois à l'appel de l'Esprit Saint. Chaque matin, réveil à l'aube, puis départ dans la foulée. Mais qu'importe. C'est pas un problème en fait, parce qu'on est réveillé par l'Esprit. On en a discuté avec les autres frères et sœurs. Apparemment, l'heure du réveil, c'est 4h, 4h20, parce que tous nous disent à 4h30, il a fallu se lever. Il y a une voix qui nous a dit qu'il faut se lever. Ici, chaque individu se veut la composante d'une communauté. Quoi de plus naturel alors que de s'héberger les uns les autres? Ça m'a permis en tout cas, moi et ma famille, puisque nous sommes 5, à pouvoir résider donc tout près du lieu sur lequel nous désirions nous rendre. On a fait le repas ensemble hier soir. Exactement. Oui, on voilà. a discuté, ces enfants sont très gentils, on a discuté, les enfants ont discuté, ils m'ont dit. Après l'évangélisation, vient le moment de recevoir les cendres, synonyme de renouveau. Le combat n'est pas facile, nous le savons tous, donc nous sommes venus nous armer en tant que couple chrétien marié, afin de donner toutes nos chances à notre famille chrétienne, et de suivre les commandements du mieux qu'on peut. Au moins on essaie de tendre vers un enseignement et puis un état d'être, un état de faire. Bien que non obligatoire,
Les retraites spirituelles sont devenues monnaie courante pour les croyants désireux de rompre avec leur quotidien ou de s'accorder du temps hors du temps. Et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur. Période de carême oblige, nous sommes en présence du représentant de l'Église catholique en Martinique, l'archevêque Macaire. Bonjour, merci de nous accueillir ici. On va parler bien sûr de la période, on va parler du carême. Alors en Martinique, c'est une très vieille tradition religieuse. Est-ce qu'on peut dire tradition religieuse? Oui, c'est un très beau mot. Voilà. Tradition veut dire transmettre. Donc c'est quelque chose qu'on reçoit et que l'on transmet, comme un héritage. C'est cela. Voilà. Donc le carême qui représente bien évidemment, qui fait référence à Jésus-Christ dans sa traversée du Alors, désert. c'est les 40 jours de Jésus au désert. On va y faire référence dimanche à la première messe du dimanche de carême, le premier dimanche de carême. On va faire référence à Jésus au désert. Mais c'est aussi les Hébreux qui vont traverser 40 ans le désert. Le chiffre 40 dans la Bible représente une perfection dans le temps. Et là, on est dans l'Ancien Testament. On est dans l'Ancien Testament, voilà. Donc ça, le carême va justement recevoir cet héritage, cette tradition, de toutes ces traditions bibliques. Et le chrétien qui rentre en carême va vivre à la suite du Christ qui part au désert, mais aussi du peuple hébreu qui va partir au désert pour rentrer en terre promise. Voilà. C'est cela. Et vu que nous sommes dans une société où il se dit un peu partout, on parle souvent de perte de valeurs, est-ce que ces valeurs religieuses, l'archevêché, vous arrivez à la maintenir, la maintenir sur le territoire? Alors, il ne s'agit pas d'une politique de l'archevêque ou de l'archevêché, il s'agit bien d'une expérience spirituelle de la part de baptisés. Donc, c'est à la liberté de chaque baptisé. L'Église indique un chemin. Elle donne un chemin. Ce chemin, elle le reçoit encore une fois par tradition, par l'Écriture, par la Bible, par l'enseignement de Jésus, des apôtres, par l'histoire de l'Église. Il y a quand même 2000 ans derrière d'histoire. Il ne faut pas oublier cette longue tradition de chrétiens. Quand on reçoit un héritage, on ne le reçoit pas uniquement de celui qui a bâti une maison, on le reçoit de tous ceux qui après ont transformé, ont transmis, tradéré, transmis, tradition. Et donc, on propose aux fidèles de vivre ce temps, de le vivre en communauté, pas tout seul, parce que chacun peut prendre un temps de pénitence ou un temps de recul, de retraite, tout seul dans son année, dans sa vie. Mais là, on propose chaque année de le vivre ensemble, parce qu'il s'agira à la fin du baptême, pour tous les baptisés, de renouveler leur baptême. Un peu comme on renouvelle son mariage, un anniversaire de mariage, etc. En fait, c'est un souvenir. Oui, faire mémoire. C'est plus qu'un souvenir, parce qu'un souvenir, ça peut rester quelque chose de très extérieur. Une photo, c'est un souvenir, etc. Faire mémoire, c'est revivre de l'intérieur. Vous savez, au cœur même de la célébration des chrétiens, Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi ». C'est ce qu'on va fêter à la Sainte Seine, la messe de la Seine, le jeudi saint au soir. C'est le moment par excellence où Jésus dit « Faites ceci en mémoire ». Donc faire mémoire, et nous qui nègres, nous savons exactement ce que ça veut dire. Faire mémoire de nos ancêtres, c'est vraiment quelque chose qui appartient profondément à notre âme. Voilà. Le carême en Martinique, il commence dès le mercredi des cendres. Oui. Je sais qu'il y a eu souvent cette confusion entre les cendres, mercredi des cendres dont parle l'Église, et les cendres référence à Vaval qui est brûlé. Il n'en est absolument rien. Non, il n'y a aucun lien. Il y a peut-être un lien après dans la mesure où les carnavaliers ont brûlé Vaval, alors évidemment... Et là, on parle de recevoir les cendres. Les cendres, etc. Mais ce n'est pas du tout ces cendres-là. Ce sont les cendres des rameaux de l'année d'avant qu'on a brûlé et on a fait ces cendres. Le signe des cendres est un signe traditionnel aussi qui est dans l'Écriture. C'est le signe de pénitence, c'est de jeter des cendres dans la Bible, hein, dans le peuple hébreu, dans l'Ancien Testament, de jeter des cendres sur soi en signe de pénitence. Voilà, en signe de « je suis poussière », dit l'Écriture d'ailleurs aussi, je ne suis qu'une poussière dans ce monde. Hein, tout orgueil dans l'habillement, dans la façon d'être, l'orgueil surtout intérieur, eh bien tout cela est poussière, tout cela retournera, il n'en restera pas pierre sur pierre, et moi-même, de mon corps, il n'en restera rien, sinon de la poussière. Donc le signe des cendres, c'est cela,
Alors, le mercredi des cendres, c'est le moment où on débute le carême dans toute l'Église catholique. Sauf qu'il y a eu une spécificité à un moment où le carême démarrait le vendredi. Voilà, alors pour des raisons pastorales, à cause du carnaval, Monseigneur Marissène d'abord, et puis les évêques de la province, c'est-à-dire Guadeloupe, Guyane et Martinique, avaient fait choix de proposer, ce qui est encore le cas aujourd'hui, la cérémonie des cendres le vendredi, après le mercredi des cendres. Et voilà. Donc, mais ensuite, on a arrêté de faire le mercredi. Mais surtout, vous savez que d'abord, beaucoup de fidèles sont très bien éduqués. Ils ont très bien compris que ça n'a rien à voir avec le carnaval, ce mercredi des cendres. C'est une réalité spirituelle qui appartient à toute l'Église catholique dans le monde entier. Et puis ensuite, beaucoup de fidèles demandent au contraire à entrer en carême le mercredi des cendres parce qu'ils sont en session. Il y a plusieurs milliers de catholiques en session, dans des sessions de prière, des retraites à ce moment-là. Et puis il y a les moines, les monastères, enfin puis tous ceux qui ne font pas le carnaval et voilà, qui sans se mettre au-dessus. C'est ça. Est-ce qu'il y a une manière type d'observer la période du carême? Ah oui, bien sûr. Pour tout un chacun. Oui. Alors c'est d'abord une réalité spirituelle, mais comme toute réalité spirituelle, il faut qu'il y ait des signes bien sûr, visibles. Il y a des jalons, oui. Voilà. Deux amoureux, ils ont des signes, ils se tiennent par la main, c'est un signe. Oui. Bon. Est-ce qu'il y a une manière... Justement, voilà. les signes. C'est d'abord quelque chose de spirituel. Oui. C'est d'abord un retour à Dieu, un moment de conversion. En fait, un peu comme un moment de vacances. Quand on prend un peu de vacances, on se retire de chez soi. C'est du recueillement. Oui, recueillement, la prière d'abord, évidemment, le jeûne. Donc le jeûne de... C'est combien de jours de jeûne? Alors, c'est comme on veut. Il n'y en a que 2 qui sont obligatoires. Le mercredi des cendres, c'est un jour de jeûne obligatoire dans l'Église catholique, et le vendredi saint. Et jeûne chez nous, ça veut dire quoi en gros? Jeûne, ça veut dire ne rien manger. On jeûne un peu comme on veut. On peut jeûner de rien, enfin d'eau, pas que de l'eau. On mange que de l'eau et du pain. Voilà. On peut jeûner une demi-journée, toute une journée, 24 heures, enfin plusieurs jours si on veut. Enfin, pas sans avis spirituel, hein, parce que ça peut être aussi une façon de dire à Dieu, tu vois, j'ai jeûné, donc obtiens-moi, enfin, donne-moi ce que je t'ai demandé. Donc, il faut faire attention justement à ces pratiques, c'est pour ça qu'elle est d'abord une réalité spirituelle, un cadeau, un don qu'on fait à Dieu, un don qu'on fait d'abord à soi-même aussi. On ne jeûne pas non plus pour maigrir. Donc, on a dit la prière, le jeûne et l'aumône. Hein, l'aumône fait partie, c'est souvent l'occasion pour les chrétiens, les catholiques en particulier, de faire aumône. De leurs biens, d'une partie de leurs biens, notamment de ceux qu'ils ont jeûné. Quand on jeûne, on peut faire aussi abstinence, hein, j'ai oublié de vous le dire, c'est-à-dire ne pas manger de viande, par exemple, ou une autre partie de dessert. Voilà. On choisit un petit peu. Ce qu'on a envie de faire, c'est librement. Donc l'aumône, c'est un moment pour les chrétiens donc, de donner à l'Église, déjà, de faire un don à l'Église, parce que l'Église ne vit que des dons des fidèles. Donc de faire un don, le denier par exemple, mais c'est aussi un moment pour les chrétiens de faire un don, soit directement aux pauvres, ce que l'Église fait elle-même, mais par exemple ce dont on a jeûné, on peut le transformer en repas pour un pauvre. C'est pas mal ça. Merci Monseigneur Macaire, merci quant à vous de nous avoir suivis. En tout cas, tout ce qu'on peut souhaiter à nos auditeurs, c'est d'observer, en tout cas pour les croyants, d'observer cette période de carême. Un joyeux carême. Un joyeux carême, dans la tout joie. simplement. Oui, oui. Dans la joie, bien sûr. Et puis avec le cœur ouvert, c'est cela. Voilà, pour préparer la Pâque. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Une émission spéciale, la période oblige. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro. Très belle soirée, à bientôt. Voilà pour ce magnifique JT des communes du samedi réalisé sur le carême, et merci à toute l'équipe du JT des communes. Place au sport.
Et toute l'actualité sportive de ce samedi, c'est maintenant, on commence avec de l'équitation. Les intercaraïbes de saut d'obstacles ont débuté ce matin une épreuve réalisée sur un parcours détrempé. Il fallait être très prudent, notamment dans la catégorie des plus jeunes. Le reportage de José Lechartier. C'est sur un terrain détrempé que les 21 participants se sont élancés. La prudence était de rigueur. Aujourd'hui, le terrain est malheureusement un peu détrempé à cause de la pluie qu'il y a eu cette nuit. Nous allons quand même essayer d'y participer. Alors forcément, les consignes changent en fonction du terrain. Là, on demande aux enfants d'aller un peu moins vite, de faire attention surtout dans les virages pour ne pas glisser. Et après, ils vont profiter pour s'appliquer et pouvoir faire un sans faute. Entre chute ou refus du cheval, la compétition a tenu le public en haleine. 3 cavaliers ont su sortir leur épingle du jeu. Tout d'abord, Manuela Nassieff de la Dominique. Elle réalise un parcours sans faute, mais le chrono n'était pas au rendez-vous. Elle occupe la 3e marche du podium. Natea Rosso de Saint-Martin se démarque dans un premier temps par l'élégance de son compagnon à 4 pattes. Elle réalise ensuite un parcours sans faute et s'installe sur la 2e marche du podium avec l'excellent chrono de 20 secondes et 13 centièmes. On a pu s'entraîner un peu dans la carrière. Il y a eu un concours qu'on a repris à Saint-Martin, mais un concours interne. Et là, c'est ma première compète que je refais. J'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur un bon cheval. Après le passage d'une dizaine de cavaliers, c'est au tour de Curtis Schmidt de Guadeloupe. Il profite d'un terrain plus favorable. Son passage est tout en finesse avec une pointe de risque dans les virages. Sa fougue paie, Curtis gagne l'épreuve poney en 19 secondes et 15 centièmes. Je sais que j'ai un bon poney. Ma monitrice m'a dit entre le 1 et le 6 d'avancer un peu, mais pas trop. Et entre le 6 et le 10, de foncer, quoi. Au classement, Curtis Schmidt de Guadeloupe sur Micmac est premier, Natea Rosso de Saint-Martin sur Cacao est seconde, Manuela Nassieff de la Guadeloupe est 3e. Le premier martiniquais, Lucas Pateri, échoue au pied du podium. En ce moment se déroule le Grand Prix, suivi de l'épreuve amateur, suite de ces intercaraïbes demain. Suite qu'on va donc découvrir demain dans votre page sport. On poursuit avec le résumé du reste de l'actualité sportive du week-end préparé par José Lechartier. Nous commençons notre panorama des sports par un petit échauffement. Ce matin à l'IMS, l'heure était à la mise en forme. Fente avant, fente dynamique, squat. Un menu proposé par Julie pour renforcer les quadriceps, les fessiers et un peu de cardio. Du terrain, nous passons à la route avec l'étape en ligne de l'épreuve autour des jeunes cyclistes de Martinique organisée par la JC 231. Hier, une soixantaine de coureurs ont pris part au contre-la-montre. Axel Zameo s'est imposé chez les minimes. Il est suivi de Thomas Guillaulet-Fidélis et de Gaëtan Arnolin. Chez les cadets, c'est Noé Touya Kokon qui s'est imposé devant Erwan Le Gaillard et Sonny Cadet. L'épreuve en ligne du jour a été remportée par Erwan Le Gaillard du Manilina Bikeuse. Il est suivi de Lucas Villeron et de Noé Touya Kokon. Ce sont des garçons qui promettent et qui, depuis la semaine dernière, dans la course au Robert toujours, ont montré qu'ils maîtrisaient effectivement tous les terrains, que ce soit le plat, la descente, la montagne. Aujourd'hui, c'était une étape pas facile et ils ont montré qu'ils étaient là. Du vélo, nous passons à la piste du stade Pierre-Liquer. Le 3e tour qualificatif pour les Cariftas s'est disputé cet après-midi. Le 400 mètres plat a été remporté par Ronnie Nomel de l'Aiglon du Lamentin. Un petit peu dur à aller chercher, surtout avec les conditions qu'il y a aujourd'hui au stade. Mais bon, l'objectif c'était de faire une bonne course et que j'ai fait. Janine Allard-Saint-Albin de l'Athletic Club Saléen s'était posée au triple saut. Le 100 mètres haies moins 17 ans, c'est Prisca Bayard qui gagne. Le dernier tour qualificatif aura lieu dans 15 jours. À l'issue, nous saurons qui représentera la Martinique au Carifta ou encore qui sera qualifié pour les championnats de France. On va parler de chasse maintenant avec notre invité Éric Vénit. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Mousquet Lamantinois et vous organisez la 4e édition du Grand Prix de Martinique de parcours de chasse Baltrap. C'est une compétition qui va se dérouler le 24 et le 25 février prochain. Alors d'abord, en quoi consiste exactement cette discipline ? Alors, le parcours de chasse, en fait, c'est du tir au plateau d'argile. Il s'agit pour nous de tirer sur des trajectoires qui ressemblent un peu aux trajectoires des oiseaux. Alors, les appareils, les lanceurs de maintenant sont très bien faits. Ils nous donnent plusieurs possibilités. Donc, de lancer des plateaux, donc des fuyants qui s'éloignent du tireur, des rentrants qui viennent vers le tireur, des traversars, de droite ou de gauche, ou encore, on peut en fait avoir toutes sortes de trajectoires, des concaves, des convexes. Et il s'agit pour nous de faire un rendez-vous entre le plateau et la gerbe de plomb qu'on va lancer à partir d'un fusil. Alors voilà pour tout ce qui est trajectoire. Est-ce que c'est une discipline qui intéresse beaucoup les Martiniquais et les pratiquants de tir sportif et de chasse ?
Alors, j'ai une deuxième casquette. Je suis en même temps président de la Ligue de Baltrop de Martinique. Effectivement, on a à peu près 270 licenciés. Pour le parcours de chasse, il faut compter à peu près 3/4 des licenciés en parcours de chasse. Effectivement, on a effectivement un bon nombre de licenciés en Martinique. Alors je le disais, c'est la 4e édition qui va donc se dérouler les 24 et 25 février prochains. Jusqu'à présent, vous avez l'habitude d'organiser cela avec des participants de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. Cette fois-ci, pour la première fois, vous allez vous ouvrir avec d'autres participants, une cinquantaine, et notamment des champions. Oui, effectivement, cette année, nous avons voulu inviter des grandes pointures, notamment Bastien Havard, qui a été champion d'Europe au mois d'août dernier. Nous avons aussi Véronique Girardet, qui a été plusieurs fois championne du monde, et avec qui nous tiendrons une petite formation mercredi et jeudi. Donc le mercredi sur le Lamentin à Carré au Mousquet, et le jeudi à Sainte-Luce. Alors après 3 éditions, il fallait un petit peu élever le niveau. À mon avis, il fallait passer à autre chose, puisque nous avons des tireurs qui partent au championnat de France, qui vont se frotter à plus fort. Mais effectivement, ce n'est qu'une petite partie de nos tireurs. Donc il fallait que les autres voient ce qu'est une grande compétition. Donc c'est pour ça que nous avons cette année, on a invité des champions français, on a des Belges, on a aussi des tireurs de la Caraïbe, de Barbade notamment, et une bonne fourchette de Guadeloupéens. Alors quelle est la chose la plus compliquée dans ce sport? Est-ce que c'est prendre en compte l'environnement, le vent? Est-ce que c'est la concentration? Comment se déroule la préparation à un tel concours? Alors, il y a plusieurs choses. Au niveau du parcours de chasse, il faut avoir une analyse des trajectoires. Il faut tenir compte du vent. Et après, il y a une correction à faire. Donc, savoir à quel moment et où on envoie la gerbe de plomb pour rencontrer le plateau. Donc, il y a une analyse et une réaction à faire assez rapidement, puisque le plateau, il va des fois à plus de 100 km/h. Alors, des démonstrations de précision qu'on a hâte de voir, ça sera les 24 et 25 février prochains, donc organisé par le Mousquet du Lamontinois. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et avant de refermer ce journal, on jette un coup d'œil sur le planning du don du sang. Demain, toute l'équipe de l'EFS Martinique vous attend. Donc sur la commune du Morne-Rouge, place de l'église, entre 8h et 13h, pour faire ce geste de solidarité, donc pour le don du sang en Martinique. Et c'est la fin de cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans ce journal. On commence avec une délégation de Feusénois et de Deauvillois présente à Schellcher. Ses habitants des villes de Fessenheim et Douille étaient invités en Martinique. Ils fêtent ainsi les 20 et les 40 ans de jumelage de la commune. La drépanocytose en question, la Martinique a accueilli un congrès consacré à cette maladie génétique. 2000 personnes seraient touchées sur notre île. Une quarantaine de spécialistes ont échangé sur la prise en charge. Dans votre journal, nous sommes également revenus sur un cours de catéchisme. Le carême expliqué aux enfants à l'église de Redoute. Un reportage consacré dans votre JT des communes du samedi. Et puis vous l'avez entendu pendant près de 10 minutes, Monseigneur Marquer, l'évêque de Martinique, a accordé un entretien à Hubert Borny. Il est revenu sur la signification de la période du carême pour les catholiques du monde entier. À suivre, la météo présentée par Ruth Fortuna juste après votre émission The Voice. Merci de votre fidélité et à demain.